Salut les gang. Bon, aujourd'hui on va parler référencement et donc je vous propose de suivre cette petite formation, les bases du référencement. Hein? Oui, aujourd'hui je suis à Biarritz, oui. Mais bon, pendant la formation vous n'y serez pas, donc vous verrez, c'est vraiment une formation plus théorique, mais là j'avais envie de vous donner un petit peu de quoi rêver un petit peu, donc n'hésitez pas à suivre cette formation, posez-moi des questions si vous en avez, et puis je vous dis à tout à l'heure, on fera un petit peu débrief. Référencement sur les bases du référencement naturel auquel vous avez été conviés. Et donc, pour rappel, c'est une formation qui a lieu en 2 fois. D'abord, une première fois aujourd'hui, un petit 2 heures sur ça, sur les bases du référencement. Et la fois prochaine, je crois que c'est lundi ou mardi. Attendez, je vérifie, mais je crois que c'est mardi matin. C'est un petit peu une séance de tutorat autour un petit peu de ce que vous avez compris et pu mettre en application depuis cette première séance collective aujourd'hui. J'ai un support de présentation que je vais vous partager et que je vous donnerai également en fin de formation aujourd'hui. Est-ce que tout le monde le voit bien? Oui. Très bien. Donc, les objectifs déjà de cette formation, c'est de comprendre un petit peu les grands principes du référencement, dit référencement naturel, puisque aujourd'hui, quand on crée un site Internet, eh bien, il ne va pas être systématiquement vu par Google, dépendamment de la façon dont vous allez l'écrire, dépendamment des connaissances que vous avez. Ce n'est pas une évidence que le site soit bien détecté. Donc, il y aura cette première partie qui sera de comprendre. La deuxième partie, ce sera plutôt d'appréhender dans sa manière globale le référencement naturel et aussi de vous fixer des analyses, des axes de progrès. C'est-à-dire qu'en gros, suite aux informations que vous allez avoir ce matin, vous allez potentiellement pouvoir faire évoluer des éléments sur vos différents sites. Et c'est ça qu'on pourra directement en reparler mardi. Donc, au programme, d'abord, des bases, des éléments vraiment globaux qui reprennent toutes les bases de référencement. Et puis après, quelques conseils plus stratégiques que je pourrais vous donner aussi parfois pour avoir des retours sur investissement sans forcément prendre un professionnel à ce niveau-là. Alors, petit rappel avant de débuter. Le web a 2 objectifs. Soit d'attirer du trafic vers votre site Internet, soit de convertir des prospects. On dit qu'il y a 3 types de visiteurs, ceux qui surfent, ceux qui participent et ceux qui cherchent. Évidemment, pour tous ceux qui cherchent, pour ceux donc qui vont écrire sur Google avec des mots-clés ou des expressions de recherche des choses, ainsi qu'aujourd'hui utiliser la recherche vocale directement depuis leur téléphone, voire même depuis desktop, mais je pense que ça se fait un petit peu moins. Évidemment, il faut essayer d'optimiser le référencement. Petit rappel par rapport à un moteur de recherche. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur de recherche? Un moteur de recherche, c'est un outil en ligne qui va permettre de répondre à des problématiques d'utilisateurs. Le plus connu étant, je vous laisse participer un petit peu. Google. À combien de pourcents, selon vous, il est utilisé en France, Google? 87%. Plus. 97. Voilà. Exact. Presque 98, effectivement. Le deuxième est vraiment très, très loin derrière, étant Bing. Et effectivement, c'est ce qui nous intéresse, évidemment, c'est avant tout de bien sortir sur Google parce que c'est celui qui est le plus utilisé. C'est aussi celui qui est le plus performant. Moi, je le vois quand je publie une nouvelle page ou un nouvel élément. En 1 semaine à 15 jours, des fois, ça peut être détecté sur Google, alors que sur Bing, pas du tout. Donc, dites-vous une chose, aujourd'hui, ils ont énormément travaillé l'outil Google pour être le plus performant, tout simplement. Un moteur de recherche, c'est donc un outil qui est automatique,
qui va également être un formulaire. Donc, en haut, on a une barre de recherche et avec des réponses qui va être données une fois qu'on rentre la recherche. Les réponses, en langage technique, ça s'appelle SERP, c'est-à-dire Search Engine Result Page. En français, la page de résultats de la recherche effectuée par l'outil de recherche. Et cette page-là, au fur et à mesure des années, elle a quand même beaucoup évolué aussi. Sans doute, vous vous souvenez, mais à l'époque, il y a 10-15 ans, les pages de recherche Google n'étaient pas du tout pareilles qu'elles le sont aujourd'hui. La page de recherche, de résultats de recherche, pardon, c'est un outil automatique et donc forcément, c'est ce qu'on appelle des algorithmes de pertinence. Et j'aime bien donner comme exemple l'exemple d'une personne que j'ai en stage en ce moment qui me disait, alors qui n'est pas du tout à Toulouse et qui est à Perpignan, et un jour, il me dit, bah moi, quand je me Google, tout va bien, je me trouve. Et je lui dis, oulala, attendez, ça ne marche pas du tout, là, ce que vous me dites. Il me dit, comment ça? Et je dis, mais parce que déjà, si vous vous googlez avec votre nom d'entreprise, bah, ce n'est pas du tout une recherche telle que les clients pourraient le faire. Hein. On est d'accord qu'avant de connaître votre nom d'entreprise, on va d'abord plutôt mettre des mots-clés. Mais surtout, en vous trouvant, vous vous situez à l'endroit où vous effectuez la recherche. Donc, il y a un indice de géolocalisation qui est prioritaire. Évidemment que vous vous trouvez plus facilement parce que vous vivez là où vous effectuez la recherche. Et en plus, la réalité, c'est que si vous êtes déjà recherché dans le passé, vous avez aussi l'indice de récurrence. C'est-à-dire qu'en gros, si vous vous êtes déjà cliqué, eh bien, vous donnez un indice à l'algorithme qui dit que vous avez apprécié aller voir ce résultat de recherche. Donc, il y a cette récurrence qui donne aussi la prédominance d'un site que vous avez déjà suivi. Donc, en gros, à partir du moment où vous cliquez sur votre site à partir d'un résultat Google, vous biaisez l'intention de recherche. Je ne sais pas si vous me comprenez bien en quelque sorte. Oui, oui, complètement. Donc, c'est important si vous voulez vérifier si vous ressortez bien, soit d'aller dans ce qu'on appelle la navigation privée, donc celle qui n'est pas du tout biaisée par les intentions de recherche, soit vous ouvrez un autre navigateur que celui que vous utilisez de manière traditionnelle. Vous utilisez Opera, Firefox ou un autre que vous n'êtes pas habitué à ouvrir, et là, au moins, vous aurez un peu plus l'heure juste que celle qui aura été biaisée par vos précédentes recherches. Et donc, il faut vraiment vous dire, c'est important de ne pas faire le focus sur ce que vous voyez sur votre propre outil Google de manière classique, puisque vous l'avez biaisé largement depuis plusieurs mois maintenant. Une SERP, aujourd'hui, c'est ça. Donc, une page de résultats d'un moteur de recherche, c'est ça. Ça n'est plus uniquement une succession de liens. Il y a plein de choses aujourd'hui dans une page de réponse Google. Alors, on va les regarder doucement d'abord. Tout d'abord, le premier lien que vous voyez ici, vous le voyez sans doute, devis, rénovation maison. Tout au-dessus, il y a écrit quoi? On n'arrive pas à lire, c'est trop petit. Ah, vous n'arrivez pas à lire. Vous faites bien. Annonce, j'imagine. Et oui, il y a écrit annonce. C'est mieux comme ça? Oui. Il y a écrit annonce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les résultats payants qui sortent toujours en premier. Évidemment, si vous achetez du mot-clé, si vous souhaitez passer devant les copains en y mettant du budget, eh bien, forcément, Google vous permet à ces personnes-là d'être prioritaires. Donc, c'est le premier niveau, ce qu'on appelle les annonces, résultats payants. Ensuite viennent ce qu'on appelle le P0, la position 0. C'est un indice. Ça, c'est très difficile. Il faut vraiment être un pro du référencement naturel pour arriver à ce qu'on appelle P0. C'est un positionnement plutôt prioritaire à des sites qui avancent des résultats, un peu comme des résultats des faits établis, si vous voulez. Donc, on va avoir des FAQ souvent dans les P0. On va avoir des éléments, vous voyez, qui répondent par un fait établi. La réponse, c'est ça. Vous voyez? Et là, visiblement, ce site-là, il a travaillé son référencement au maximum pour que dans les résultats de recherche, il y ait un guide complet sur la rénovation de la maison
que Google dit, ça me paraît être un élément d'autorité, de fait établi. Ce n'est même pas un jugement, c'est comme ça. Par exemple, ça serait de dire quelle est la capitale de la France? Eh bien, le P0, ça serait un site qui répond capitale de la France égale Paris, quoi. Vous voyez? C'est quasi impossible d'être en P0. D'ailleurs, il n'y en a pas toujours des P0. La plupart du temps, c'est une deuxième annonce qui arrive ici, mais c'est souvent des réponses aux questions. Vous verrez que quand vous avez une FAQ avec des questions qui ressortent, c'est la P0. N'essayez pas de la chercher, cette P0 en référencement. Il faudrait vraiment être un pro du référencement pour arriver à mettre un site commerçant d'une personne en P0. Ça arrive très, très peu. En revanche, le premier résultat organique voulant dire résultat naturel sans payer, c'est le résultat qu'on voit ici. Et ça, on appelle ça la P1, la position première. Donc, vous le voyez, résultat payant, résultat organique, mais il y a plein d'autres choses aujourd'hui sur une SERP. Il y a ce qu'on appelle la recherche universelle. La recherche universelle, c'est ici. L'activation de Google Maps en lien avec les Google Business. On a également Google Shopping qui apparaît si on fait une recherche en lien avec un produit. En général, il apparaîtra ici. Là, ce sont des images, mais Google Shopping apparaît ici ou parfois en haut. Parfois en haut, si vraiment c'est un produit que vous recherchez de manière intensive. Il y a aussi, vous voyez, des vidéos aujourd'hui. Il y a les rich snippets. Le rich snippet, en anglais, ça veut dire le contenu bonifié. C'est par exemple les petites étoiles que vous voyez ici qui sont collées avec la note 9,1 sur 10 dans la métadescription. Et vous avez les extensions d'annonces qui concernent les résultats payants et que vous pouvez voir notamment ici comme le numéro de téléphone. Les extensions d'annonces ne sont uniquement possibles que pour des annonces, donc que pour des résultats payants, pas pour des résultats organiques. Et vous voyez ici, vous avez une FAQ aussi qui vous propose d'autres questions. Très, très intéressant, au fur et à mesure des années, les annonces, là, elles ont changé de couleur. Il y a quelques années, c'était rouge, après ça a été bleu, après ça a été gris il y a 2-3 ans, et maintenant, c'est même plus de couleur, et maintenant, il y a juste un petit gras. Vous avez une idée pourquoi ça évolue, j'imagine? Ça doit être pour ne pas repousser le consommateur qui en a marre de se faire avoir, non? Exactement. C'est parce que quand vous le voyez, effectivement, ça c'est l'annonce d'il y a 2 ans quand c'était grisé, les résultats payants arrivant toujours au-dessus des résultats organiques, eh bien la réalité, c'est que aujourd'hui, ça n'est pas le premier lien payant qui est cliqué, c'est le premier lien organique qui est le plus cliqué. Donc, Google essaye de trouver d'autres moyens pour avoir du clic dès les premiers niveaux, quoi. Mais donc, sachez-le, les premiers niveaux gratuits, c'est le premier niveau qui prend le plus de clics. Après, c'est quand même le payant. Et après, petit à petit, on a de moins en moins de clics sur les résultats derrière. Évidemment, si vous êtes dans un domaine où il y a des annuaires, des portails, des top 10, des choses comme ça, ça va être difficile, voire quasi impossible de passer devant, quoi. On est d'accord que passer devant TripAdvisor pour un restaurant aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ou la fourchette. Donc, sachez-le, d'une manière générale, dans la stratégie globale de mise en place de la visibilité web, créer et avoir une visibilité au niveau de ces SEM. Les SEM, c'est les Search Engine Marketing, les outils de positionnement au niveau de la recherche. C'est cumuler à la fois le référencement naturel,
le référencement payant, ainsi que les médias sociaux. Les trois vont se compléter en quelque sorte. Et si vous voulez matérialiser dans une jauge, il faut vous dire qu'en fait, il se chevauche un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, le SEO va chevaucher un peu les SMO, SMO voulant dire médias sociaux, hein, les outils que vous allez utiliser tels que Facebook, Instagram et compagnie. Et forcément, pourquoi est-ce que ça se chevauche l'un sur l'autre? Eh bien, parce que ça va avoir des liens. Exemple, si je crée mon site Internet et que je diffuse de manière régulière des liens de mon site Internet sur Facebook, eh bien, ça va quand même aider le référencement naturel. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est complémentaire. Et de l'autre côté aussi en SEA. En SEA, si les gens achètent des mots-clés, bah, les gens, avant de cliquer vraiment sur l'achat en ligne, ils vont peut-être aller voir sur les réseaux sociaux aussi. Donc, c'est vrai que c'est un tout, les SEM, et qu'il faut avoir à l'esprit que faire juste l'un donnera moins de résultats que si vous faites les trois réunis. Alors, premier élément, au niveau du référencement naturel, premier élément, ça va être le contenu. Le contenu est indispensable à être travaillé sur chacune de vos pages de votre site Internet. C'est-à-dire qu'il va devoir y avoir un travail qui va être fait sur l'organisation des pages ou des articles. Vous allez voir, c'est un peu similaire. Que ce soit une page ou un article, il faut quand même qu'il y ait une structure au contenu. Il faut également que ce contenu soit écrit avec des titres de pages et des paragraphes. Et idéalement, on va essayer au maximum de rédiger un contenu qui satisfasse à la fois les internautes et les moteurs de recherche. Dans le pilier principal de la structuration du contenu au niveau du référencement naturel, il y a ce qu'on appelle le code HTML. Vous le savez tous, quand vous écrivez sur votre site Internet, le langage que les gens voient, ce n'est pas le même langage qui est fait concrètement d'un point de vue du web. En fait, il y a tout un code qui est adapté pour que Google puisse le lire correctement. Dans le code HTML, ce qui nous intéresse en termes de référencement naturel, c'est ce qu'on appelle les balises. Les balises, ce sont des éléments titres. Alors, il y a plusieurs types de balises, mais d'un point de vue du SEO, ce qui nous intéresse d'abord, c'est ce qu'on appelle les éléments titres du code HTML. Les éléments titres qui vont fonctionner sur des balises, ce sont des éléments que l'on va distiller tout au long de la page. En fait, il faut vous dire que si vous écrivez une page ou un article, il faut l'écrire avec une structure de contenu de la même manière que vous écririez un rapport pour, je ne sais pas moi, une activité ou pour un stage ou ce que vous voulez. Et de la même manière que ce rapport, vous n'allez pas l'écrire en un seul bloc, vous allez le structurer, vous voyez, avec des titres et des sous-titres, eh bien, vos pages doivent être écrites de la même manière. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un titre principal, où vous voyez, il y a écrit en préalable H1, et j'ai des sous-titres, H2, H3, etc. Si vous écrivez votre contenu sans aucune structure avec des balises, Google va rentrer dans votre page et il ne va regarder que les 3 premières lignes et il va sortir. Pourquoi? Parce qu'il ne verra pas de mise en forme du texte qui lui dira « Attention, c'est ici qu'il faut regarder en priorité ». Donc, il est indispensable, quand vous écrivez votre contenu, de penser à orchestrer ce contenu avec des titres et des sous-titres.
il va falloir pour chacune de vos pages créer un titre, un seul par page, qui soit une H1. On appelle ça la balise H1. Et vous pouvez y intégrer des H2, des H3, des H4 de manière ponctuelle pour catégoriser le contenu. Et alors attention, les H2, là c'est un sommaire qu'on vous a mis. Mais entre chaque H2, il faut qu'il y ait des paragraphes. L'idée, ce n'est pas de faire que tout le texte soit en balise. L'idée, c'est que ces balises-là soient des titres de section. Donc là, quand je vois la H2, les Français peuvent-ils envisager de partir en vacances en Croatie à l'été 2020 ? En dessous, j'ai un paragraphe qui traite de la question qu'on a mis en titre. Ça, je vous dirais, c'est l'un des éléments les plus importants à mettre en place sur chacune de vos pages. Et d'ici mardi, je vous conseille d'aller regarder comment vous avez écrit vos pages, parce qu'en fait, il va être indispensable de créer ces balises. Aujourd'hui, si vous avez un site Wix, il y a un endroit où il y a écrit les en-têtes. Je pense que c'est comme ça que c'est écrit sur Wix pour les titres. Ça s'appelle en-tête 1, 2, 3, 4, je crois. Et sur WordPress et sur, à mon avis, Shopify, ça doit être un peu pareil. C'est titre 1, titre 2, titre 3, je pense, qui sont précisés à côté des pages. Si vous ne les trouvez pas d'ici mardi, on ira les regarder ensemble mardi. Mais c'est important que vous ayez cette structure de balise qui soit précisée sur chacune de vos pages. La plupart du temps, le titre de page est proposé en titre de balise. Je dis bien la plupart du temps. En tout cas, pour les sites e-commerçants, pour Fabrice, je suis quasiment certain que ça fonctionne comme ça sur Dropeasy et Shopify. J'ai déjà vu les sites en question pour des clients, donc je sais que c'est bien paramétré au niveau de la H1. Sur Wix, je pense que la H1 aussi est pré-paramétrée. Par contre, sur WordPress, parfois, elle ne l'est pas mise, donc il faut la vérifier. Mais globalement, c'est souvent le titre de la page. Après, les sous-titres, il n'y en a pas prédéfinis, donc il va falloir que vous les ajoutiez vous-même. Et le plus vous allez mettre de contenu, le plus de balises, il va falloir que vous précisiez dans vos pages. Parce que si vous n'avez qu'une seule balise H2 sur chaque page, bah Google ne va pas aller regarder le reste du contenu forcément. Alors, ce n'est pas complètement vrai ce que je dis. Il va quand même regarder parce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut mettre en place, mais c'est les balises qui regardent en priorité. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce que vous voulez mettre en balise. Ne mettez pas comme en balise « qui sommes-nous » ? Qui sommes-nous ? Il n'y a rien de plus vague qu'une expression telle que « qui sommes-nous » ? À aucun moment, quelqu'un va écrire sur Google je veux savoir le titre de l'entreprise et qui sommes-nous » ? Vous voyez ce que je veux dire ? On va essayer d'y incorporer des mots-clés. Donc, par exemple, pour Emmanuel, je prends un exemple tout bête, une balise H2, ça pourrait être pourquoi déléguer le soutien administratif lors du décès d'un proche. J'ai fait exprès de dire une question parce que Google aime beaucoup les réponses aux questions. Et hier, il y avait un monsieur qui m'avait écrit 3 raisons pour lesquelles vous pouvez avoir recours à mes services. Et moi, je lui ai fait retravailler la valise en disant ça ne marche pas en fait, parce que les gens ne vont pas écrire ça. Par contre, 3 raisons OK pour lesquelles vous avez besoin de services de ce type-là. Vous voyez ? Il faut penser à l'envers et se dire qu'est-ce que les gens peuvent écrire comme mots-clés dans ces balises. Enfin, pardon, que peuvent écrire sur Google, que moi, je vais écrire après sur les balises. Il va falloir organiser toutes vos pages au niveau de cette structure. Également, dans le code HTML, il va falloir bien nommer les images. Alors, pas les images qui servent uniquement à illustrer, mais les images qui vous sont personnelles et que vous jugez utiles qu'elles soient répertoriées par Google. Dans ces cas-là, il faut bien les nommer. Et là, je vais vous montrer après à quel endroit vous devrez les nommer. Parce qu'aujourd'hui, dites-vous une chose,
pour être performant, une page ou un article doit avoir quelques prérequis. D'abord, la balise principale, la balise H1. Il est reconnu qu'une balise principale qui a quand même quelques mots, je dirais au moins une dizaine, voire une quinzaine, a plus de trafic et plus de partage qu'une balise avec des titres courts. Donc en balise H1, n'écrivez pas « qui sommes-nous ». Écrivez des éléments plus précis. Pensez aussi que la longueur du contenu, elle est importante. Alors 3000, moi, ça me paraît beaucoup, 3000 mots. Par contre, dites-vous une chose, n'écrivez pas des pages ou des articles de 500 mots, c'est trop court. Essayez de vous fixer au minimum 1000 mots pour avoir du jus pour Google. On appelle ça du jus, juice. L'idée, c'est que moins vous allez mettre de contenu texte sur vos pages et moins Google va les apprécier. Donc, fixez-vous toujours cet objectif à presque 1000 mots pour chaque page. Également, le type de balise ou le type de contenu. Sachez-le, les listes, les guides ou les tutos, how-to, ce sont les tutos, ce sont des types de contenus qui plaisent beaucoup plus que si vous avez un article classique ou une page classique. Je viens de le dire, la présence de sous-titres est indispensable, donc des H2 et des H3 dans lesquels vous pouvez y mettre des mots-clés. Et également, les listes à puces sont des éléments qui plaisent bien. Plutôt que faire des fois des phrases très très longues, faites des listes à puces. Google apprécie parce qu'il trouve que le contenu est mieux hiérarchisé. Maintenant, focus sur les images. Je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir les nommer correctement. Les images, il faut qu'il y ait un nom sur l'image, il faut qu'il y ait peut-être un contexte, et si vous le souhaitez, peut-être que ça vaudra le coup de les brander, ces images, c'est-à-dire y mettre le nom de votre entreprise collé à chaque image. Moi, c'est un des travaux que je fais très souvent en référencement pour mes clients, c'est rajouter sur chacune des images le nom de leur entreprise. Pas d'un point de vue visuel, forcément, mais d'un point de vue nom de l'image. Après, sur le visuel, ça peut être bien aussi. Hein. Ça dépend vraiment quelle est l'image. En fait, c'est surtout pour les robots de Google qu'il faut les nommer. Oui. Okay. Alors, pour les deux, pour le robot de Google, ça va vous permettre effectivement d'avoir votre nom d'entreprise qui est véhiculé aussi si vous le mettez dans le nom de l'image. Mais également, potentiellement, ça permet, si vous le rajoutez sur l'image, d'avoir comme un branding qui est toujours associé à vos images. Ok, d'accord. J'ai une photographe, elle le fait très bien, par exemple. Sur chacune de ses photos, même si ce sont des photos qu'elle fait pour ses clients, elle met son logo sur chaque image. Ok. Pensez-le également, réduisez la taille de ces fichiers images. Les images telles que vous prenez des photos dans la vraie vie, c'est très bien, mais c'est très lourd pour vos sites Internet. Donc, si vous les mettez en ligne au poids classique, dites-vous une chose, vous allez plomber le poids de votre site Internet. Il faut les mettre au format PNG. Oui, alors après, vous avez des réduiseurs d'images. Là, on vous en a mis quelques-uns. Moz, JPEG, Pinquant, Gutesli. Ce sont des outils aussi qui permettent de réduire le poids de l'image. On dit qu'en gros, une image devrait faire entre 100 et 200 KO. C'est très dur qu'elle soit aussi légère, mais idéalement, le plus elles sont légères, le mieux votre site va être léger aussi. Bon, ça, c'est un peu compliqué de mettre des images en CDN. Je le passe parce que je pense qu'à votre niveau, ce n'est peut-être pas nécessaire. Parfois, ça vaut le coup de les redimensionner aussi, les images, en termes de dimension.
avoir des images peut-être trop lointaines, qui sont jolies sur l'ordi, mais qui ne sont pas précises. Dites-vous une chose, sur le mobile, on les verra encore moins. Donc, pensez à parfois redimensionner vos images. Également, il est préconisé de créer ce qu'on appelle un sitemap. Alors ça, c'est vraiment quand on a beaucoup d'images. Un sitemap, c'est comme un endroit qui répertorie toutes les images que vous avez sur votre site Internet. Ça, pour la plupart d'entre vous, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, sauf peut-être pour Fabrice, si vous avez beaucoup d'images en lien avec vos articles. Oui, je suis obligé d'en avoir un. Par contre, avec Shopify, je suis obligé de rajouter un code à l'intérieur du code source parce que ce n'est pas fourni avec. Ah ouais. Par contre, Dropeasy, ils sont un peu plus complets. Il y a les vidéos, les tutos, enfin, il y a vraiment tout directement dans le panel admin. Ok. Après, moi, Dropeasy, j'ai juste vu un site il y a 1 an et effectivement, je trouvais, en termes de référencement naturel, les balises marchaient assez bien et les images aussi, quand elles étaient bien nommées. La personne, en l'occurrence, n'avait pas fait grand-chose en termes de référencement naturel et elle obtenait quand même du passage sans forcément avoir beaucoup optimisé son site. Donc, j'étais surpris. Ben, parce qu'en fait, c'est expliqué quand on fait une page avec Dropeasy, une page produit, il y a un pourcentage. Et tant qu'on n'est pas arrivé à 100%, il nous explique ce qui ne va pas, si ça ne va pas dans un texte, s'il n'y a pas assez de mots-clés. Enfin, voilà. Tant qu'on n'est pas à 100%, on ne peut pas valider. Ouais, de la même manière que Yoast fonctionne sur WordPress au niveau du référencement naturel. D'accord. Ok, d'accord. Une autre info plus complexe à mettre en place, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire pour Wix, parce que Wix a quand même une bonne mise en cache. Le lazy loading, ça veut dire l'affichage des pages de manière lente. Ça vaut surtout pour ceux qui sont sur WordPress. Alors, je ne sais pas, Sylvia et Sophie, si vous avez des sites sur WordPress, mais WordPress, malheureusement, a beaucoup de mises en cache qui sont très lentes sur l'affichage des images. Donc, dans ces cas-là, c'est bien d'avoir des plugins pour éviter que ces pages soient trop lentes à s'ouvrir. Il y a des plugins gratuits, il y a des plugins payants. Moi, notamment, j'utilise un plugin payant qui s'appelle Rocket, R-O-C-K-E-T, et qui permet d'accélérer l'ouverture des images et des pages parce que la mise en cache, elle est lente. Ouais. Moi, j'ai souvenir, je suis bien sur WordPress. Ok. C'est revenu. Donc, pour vous, Sophie, ça sera important d'aller vérifier si le site s'ouvre facilement et rapidement. Et si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être mettre en place des extensions pour booster. Ouais, mais il a l'air de s'ouvrir facilement, mais bon. Alors, attention, il y a une différence entre le tester et utiliser un outil qui va le tester tout partout. À fait. Ouais, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. Donc, du coup, ça, il faudra que je vérifie. Oui, parce qu'il y a aussi, évidemment, un site va s'ouvrir plus rapidement si vous n'êtes pas loin de l'hébergeur. Eh oui. Si vous prenez un hébergeur en Thaïlande, c'est sûr que, par exemple, si vous êtes en France, il va s'ouvrir plus lentement. Moi, c'est OVH. Alors, OVH, en plus, n'étant pas les plus performants au niveau de la bande passante, faudra les tester. Ça, on pourra le faire mardi éventuellement. Si vous voulez, il y a des outils en ligne qui permettent de tester la vitesse. D'accord. Sylvia, vous avez déjà un site ou pas encore? Moi, je suis en train de le faire. Sur quoi? WordPress. Ok. Donc, même chose au début. Hein. Mais même chose sur WordPress, il faudra vérifier régulièrement la vitesse d'affichage. 8 bonnes pratiques pour optimiser le SEO sur les images. Sur les images, vous avez un nom d'image, ça va devenir la balise titre. Vous avez une légende que vous pouvez apporter sur chacune des images, c'est ce qui va s'écrire juste en dessous des images. Et vous avez aussi ce qu'on appelle l'attribut alt. L'attribut alt, c'est une balise alternative, c'est ce que veut dire alt, et c'est une balise qui va servir à décrire le contenu de l'image. Contrairement au nom de l'image, la balise alt est le texte que l'on voit. Vous savez, quand vous ouvrez un site et que les images ne sont pas encore loadées, des fois, il y a écrit un petit texte. Et c'est ça la balise alt. Et dites-vous une chose, la balise alt, elle est super importante parce qu'elle est regardée en priorité par Google.
Mais alors, du coup, je fais mal la différence entre la légende et la balise alt. La balise alt, c'est alors ça peut être très proche, ça peut être la même chose si vous le souhaitez, sauf que l'attribut alt ou la balise alt, les gens ne la verront pas systématiquement. Les gens la verront juste si l'image ne s'affiche pas. Et en gros, elle a été créée pour les non-voyants à la base. Et la légende, par contre, s'affichera toujours en dessous de l'image. Ok. Honnêtement, la légende, c'est purement expérience utilisateur, ça ne sert pas en référencement. Donc, la taille, le poids de l'image, on en a déjà parlé. Le format aussi peut jouer. Il y a des formats qui sont plus lourds que d'autres, qui sont plus accessibles que d'autres. Le nom du fichier, le sitemap. Voilà, tous ces éléments par rapport à vos images peuvent aussi venir vous aider à bien faire ranker vos pages. Alors, attendez. Ouh, une seconde. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Le format d'image, vous nous conseillez quoi, du coup? Alors, ça va dépendre du type de contenu que vous mettez en ligne. Il y a des contenus, par exemple, qui sont des contenus un peu dynamiques. Là, par exemple, on va aller chercher un contenu SVG, mais c'est un contenu qu'on va utiliser, par exemple, pour un GIF, pour des éléments comme ça. Après, vous avez des JPEG et vous avez des PNG qui peuvent fonctionner, mais ça dépend du poids de l'un et de l'autre, en fait. D'accord. Je vous dirais, il n'y a pas de contre-indication à proprement parler. C'est vrai que plus votre image va être légère, même dans son format, plus ça va être intéressant. D'accord. Et alors, c'est quoi la différence entre le nom du fichier et la balise titre, du coup? C'est pareil. C'est pareil. Là, pour le coup, dans la majeure partie des cas, quand vous allez… En fait, c'est que quand vous avez votre image sur votre ordi, si vous l'uploadez, souvent, ça prend le nom du fichier, vous voyez. Oui. Mais vous pouvez changer et mettre le nom que vous souhaitez. C'est clair. La plupart du temps, ça va créer une URL spécifique à l'image. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous allez dans les médias des images, et que vous cliquez sur l'image, vous allez avoir une URL à cette image. Et ça veut dire que vous avez un lien de destination qui est créé pour chacune des images avec la balise titre que vous allez y mettre. Donc, autre élément maintenant, puisque vous avez compris qu'il y a ces histoires d'images et ces histoires de balises qui permettent de hiérarchiser un peu le contenu, un autre pilier, c'est la popularité. La popularité est indispensable pour ressortir devant les copains dans les expressions de recherche. Et évidemment, plus vos URL sont populaires, mieux vous allez améliorer le positionnement dans les moteurs de recherche. Il faut réussir à optimiser la notoriété à la fois sur la popularité et la confiance que Google en a. Il y a deux éléments en fait qui sont pris en considération à ce niveau-là. Il y a le PageRank, c'est-à-dire le rang de page, et le TrustRank, qui est la fiabilité de ces pages, la confiance. J'ai mis un petit astérix parce que c'est une expression qui a été précisée par Matt Kuntz, qui est porte-parole de Google, en précisant que ça n'est pas écrit textuellement dans les directives de Google, mais c'est très, très, très fort probable qu'il y ait ces deux critères dans les éléments qui permettent de sortir plutôt que devant d'autres personnes, quoi. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit outil que j'utilise qui permet de le noter. Si mon plugin fonctionne, j'aimerais bien qu'il fonctionne. Ouais. Alors, là, par exemple, j'ai écrit médiation animale, vous voyez. J'ai écrit ce que j'ai lu rapidement. Et ce que je vois juste après les vidéos ici,
Alors là-haut, c'est toujours une P0. Hein. Vous voyez, ça, c'est une P0. Il considère que ce site-là est un site référent qui répond à la question qu'est-ce que la médiation animale. En dessous, la P1, c'est médiation animale, rendez-vous en terre animale. Après, la P2, c'est APIS. Et la P3, c'est médiation avec son chien. OK ? Vous voyez, ici, j'utilise un plugin qui me précise quel est le rang d'autorité pour chacune de ces pages-là. Le rang d'autorité, c'est quoi? C'est la popularité jugée par Google. Et vous voyez, il considère que le premier, il a un rang d'autorité à 19, le deuxième également à 19 et le troisième à 12. Et évidemment, plus le rang d'autorité va être élevé, plus vous aurez de chances de ressortir devant ceux qui ont un rang plus faible. Est-ce que vous connaissiez l'existence de ce rang d'autorité? Fabrice? Non, je ne connaissais pas ça. Alors, ce rang d'autorité, vous pouvez le trouver sur un plugin et vous pouvez le trouver dans d'autres outils. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on l'active, enfin, comment est-ce qu'on peut augmenter son rang d'autorité. Mais est-ce qu'il est en ligne, Fabrice, un de vos sites à l'heure actuelle? Non. Pas encore? Qui Non. a quelqu'un qui est en ligne déjà sur son site? Moi, je suis en ligne. On va essayer alors. Donnez-moi votre nom de site. Le labo du lien. Du Le labo du lien. LIEN? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, vous êtes tombé en premier. C'est moi que vous êtes tombé en premier? C'est déjà pas mal. Je suis le premier sur mon nom. C'est pas si mal que ça. Bon, ils vont pas taper mon nom, hein, je suis d'accord, mais bon. Bon. Et puis, on est à Toulouse. Hein. Donc, vous voyez, vous avez un rang d'autorité à 1. Ouais, donc je peux l'améliorer. Évidemment. Mais ça c'est un élément qu'on peut améliorer toute la vie. Toute la vie, tout le monde essaye forcément de faire augmenter son lien d'autorité. À mon avis, le lien d'autorité qui vous est donné, c'est le lien ici parce que vous l'avez mis sur Google Business. Sinon, vous auriez 0 hein, si vous n'aviez pas eu de Google Business, je pense. OK. Google Business est le premier élément qui donne un point. Comment est-ce qu'on va faire augmenter ces éléments-là? Vous voyez, Facebook, juste en dessous, il a un niveau d'autorité à 96, évidemment. C'est une note sur 100. Wow. Très honnêtement, dans les petits porteurs, donc des personnes qui font leur site seuls, je vois rarement des personnes dépasser le 10, 12, 15. Déjà, c'est des très fortes notes pour des gens à notre échelle, ça, de dépasser le 10. Donc, dites-vous une chose, donnez-vous comme objectif d'augmenter ce niveau d'autorité, mais pas forcément d'atteindre 20. Hein. Essayez déjà d'atteindre 5 dans un premier temps, ça serait déjà top. OK. Parce que si je fais l'inverse, si je mets ateliers ludiques et conviviaux, ateliers à destination des parents Toulouse, là, on va regarder ce qui sort en premier. Donc là, évidemment, ma requête est faussée, hein, vu que je vous ai googlé, mais quand même. Les canailles toulouse.fr ont un niveau d'autorité à 3. Ce n'est pas énorme, mais ils sont déjà devant. Ah. Le deuxième qui arrive, c'est un lien d'autorité à 22. Ça va être dur de passer devant. Mais ça, c'est un portail. Alors, la raison pour laquelle vous ne pourrez pas passer devant, c'est qu'à mon avis, ils obtiennent beaucoup de gens qui vont sur ce portail. Mais du coup, là, moi, mon objectif, c'est de repérer ces trucs-là et de me faire référencer par eux. Moi, ça ne me gêne pas du moment qu'ils me référencent. Ah, mais on est d'accord. On est complètement d'accord. Alors, vous faites bien de le dire parce que ça va servir à tout le monde, ce que vous venez de dire. Vous avez dit, je vais pouvoir me faire référencer par eux. Eh bien, exactement. La popularité d'un site Internet fonctionne sur le nombre de fois où votre URL, elle est partagée sur le web. Et plus votre URL va être partagée, plus vous allez créer de la popularité à votre site web. Vous savez ce que je ferais à votre place, Émilie? Ben non, mais j'ai hâte de le savoir. Je suis en train de tout noter. Si Écharpe et Comptine est un concurrent, est-ce que vous pensez que c'est le cas? Les 3 premiers trucs, non, mais ça a l'air d'être complémentaire. Bon, on va quand même aller voir dessus. Ouais, si, peut-être quand même, il y a des ateliers parents-enfants. Je vais copier l'adresse du lien et je vais aller sur un site qui s'appelle Ubersuggest, mais qui marche moins bien en ce moment. Je vais aller d'abord sur SEMrush.
SEMrush, c'est une plateforme, c'est un freemium sur lequel vous pouvez aller chercher un petit peu des informations. Et dans le nom de domaine là-haut, dans la barre de recherche, Ouais, vous allez y mettre le lien là. ouais, Je vais faire recherche. Ça va me marquer son score d'autorité qu'on a déjà, qui est plus haut parce que mon plugin n'est pas aussi performant qu'SEMrush. Et ça va me marquer ici le nombre de backlinks, c'est-à-dire le nombre de fois où son URL, elle est renvoyée vers son site. Elle est précisée ouais. sur divers sites. Je clique dessus, sur backlink. Et en dessous, j'ai les liens justement qui renvoient vers son site. Ah, ok. Donc, vous voyez, je peux voir tous les endroits où elle a enregistré son site internet. Peut-être que c'est elle ou peut-être que ce n'est pas elle. Hein. Peut-être que les gens l'ont fait d'eux-mêmes. Après, on peut rêver un peu. Mais si elle a réussi à s'inscrire dessus, est-ce que vous n'arriverez pas aussi? Ouais, bien sûr. Ouais. Là, par exemple, il y a un site qui s'appelle Atelier Montessori Toulouse. En l'occurrence, elle a été citée là-dedans. Ok, super. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de contacter ce site-là pour leur dire coucou, est-ce que c'est possible d'en faire de même avec moi? Ouais, si, c'est clair. Alors, petite info, les backlinks, donc les liens de renvoi, sont hiérarchisés par ce qu'on appelle le score d'autorité. Donc, le plus en haut, vous aurez ceux qui ont le plus haut score dans les sites Internet. Vous voyez le score dont on parlait là? Vous voyez, il y en a un à 17, les autres sont à 0 pour l'instant. Alors, il ne marche pas toujours très bien ce score-là, mais ça vaut le coup quand même de s'inscrire même sur des sites à 0, hein, parce que c'est toujours un lien. Hein, donc, il faut le faire. Et très important, il ne va pas falloir que les gens… Alors, elle le fait, c'est sympa, mais elle ne l'a pas fait de la bonne manière. C'est-à-dire qu'elle a mis l'URL au complet. Ouais. Idéalement, la façon dont c'est le mieux préconisé par Google de mettre un lien, c'est de mettre le lien directement ici, en fait. Vous voyez, la personne aurait dû sélectionner l'équipe des canailles de Toulouse. Elle aurait fait clic droit, ajoute un lien derrière ce texte-là, et là, elle aurait mis ce lien-là. Pourquoi est-ce que ça aurait été utile? Parce que ça aurait créé un encre. Encre, ça s'écrit A-N-C-R-E. Un encre que Google aurait vraiment trouvé pertinent. Alors que là, le lien, c'est bien, mais pour lui, le lien, il trouve ça moins intuitif. Donc, plutôt que de marquer, par exemple, sur vos sites Internet, plutôt que d'écrire « voir lien » ou « voir » avec l'adresse du lien, marquez « voir » et l'expression exacte de ce que traite le lien. De quoi traite le lien. On en profite pour caser des mots-clés, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Dans l'encre, c'est bien qu'il y ait des mots-clés. Et en plus, vous le voyez parce que c'est précisé ici, hein, il y a écrit encre et URL. Donc, on se sert à la fois de l'URL et de l'encre et de ce qui est précisé. Alors, parfois, vous voyez, vous avez du texte et parfois, vous avez juste des images. Des images, c'est moins bon aussi. Hein. Il vaut mieux que ce soit du texte. Ce qui est intéressant avec un outil tel que SEMrush, c'est que vous allez avoir tous les backlinks qui vont être précisés. La première fois que SEMrush les a détectés via Google, la dernière fois. Et vous allez avoir des petits éléments qui vont préciser quand il y en a un nouveau. Et vous allez aussi en avoir quand vous allez en avoir des perdus. Moi, là, dernièrement, j'ai eu pas mal de perdus. Donc, il y a un blog qui dit tel élément est perdu. Pourquoi est-ce que des liens peuvent être perdus? La personne, elle a supprimé la page. Ou le lien, j'ai changé le nom et j'ai oublié de me dire, tiens, est-ce que le lien a été partagé? Le lien est perdu dans ces cas-là. Tiens, voilà des exemples. Et depuis le 18 août, ce site-là ne référence plus le lien vers les canailles.
Émilie, je pense que vous avez compris. Les autres, est-ce que vous avez compris l'utilité de référencer votre site Internet sur d'autres sites? Plus on va en avoir, plus on va faire augmenter le rang de domaine. Et donc, plus votre rang de domaine ou votre score d'autorité, c'est la même chose, hein, va augmenter, et plus vous aurez des chances d'avoir du trafic organique vers votre site web. Donc là, vous voyez, 3, ça me paraît jouable. Par contre, 9, ça va être plus dur de passer devant 9. Hein, parce que pour avoir un score d'autorité à 9, en un an, c'est dur. Ah, Olivier Bavando, on travaille souvent ensemble, il fait pareil que moi, c'est un concurrent et un partenaire, donc il a déjà pas mal optimisé le 7, c'est déjà pas si mal. Hein. Exactement, tout à fait. 7, c'est bien même. Hein. On va regarder combien il a au niveau des backlinks. Elle en avait 35. Lui, il en a 24. Alors, très important, il y a plusieurs niveaux de backlink. Il y a des backlinks qui sont plus importants que d'autres. Évidemment, si vous avez un backlink depuis le site du Monde, ce n'est pas la même chose que si vous avez un backlink depuis tartampion.fr. Évidemment, c'est les domaines référents d'autorité qui sont plus importants que les backlinks classiques. Mais c'est difficile à avoir, évidemment. Donc là, si je clique sur ces backlinks, je peux voir où est-ce qu'il a été enregistré son site. Ouais, normalement, il y en a, c'est moi. Il a quand même France Bleu, c'est vachement bien qu'il ait France Bleu. Hein. Ouais. Oui, je l'avais vu, ouais. Il a actu.fr, c'est top aussi, ça. Parce que même si c'est 0, je suis sûr qu'ils ont plus que 0, actu.fr. Là, je ne vous trouve pas encore. Hein. Ouais, pourtant, sur mon site, il y a au moins deux liens vers Olivier, donc normalement, on devrait me voir. Depuis quand? Ah, depuis une dizaine de jours, je pense. Ouais, c'est peut-être un peu jeune. Vous voyez un autre élément. Vous voyez le terme nofollow. Le terme nofollow, ce sont quand des liens ne sont pas forcément cliquables ou qu'ils ne sont pas proposés comme cliquables. Ça, c'est beaucoup, les liens nofollow sont beaucoup les liens qu'on va mettre en commentaire, par exemple, sur un site ou sur Instagram, vous voyez, ce sont des liens qui ne sont pas vraiment utiles. Les liens nofollow, c'est aussi tous les liens qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. De toute façon, ce n'est pas difficile. Pour avoir les liens pertinents, vraiment importants, ils sont là. Et vous voyez, c'est les 9 qui ont été précisés là. Et quefaire.net, ça me plaît bien, ça. Moi, je vais le garder pour moi. Toulouse bouge aussi. Ouais. En fait, il faut être en quête perpétuelle de liens. Merci beaucoup. Hein. Alors ensuite, si on refait un point cette fois-ci sur qu'est-ce que ça demande d'un point de vue structurel, le référencement naturel. Ça demande 3 activités différentes. D'abord, le référencement sur page. Vous l'avez compris, le contenu du site est important. L'optimisation à la fois de la balise titre, donc la balise principale, et la métadescription, j'en parlerai après, ce sont des éléments importants. Optimisation des balises H. Lien interne, j'en ai pas encore parlé, mais sachez-le, il faut que chacune des pages soit reliée à d'autres pages de votre site Internet.
il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un maillage interne qui soit vraiment étudié pour vos sites Internet, parce que Google ne doit pas voir des pages, certaines pages comme des cul-de-sac. Il faut que l'évolution sur votre site Internet soit de manière naturelle et assez intuitive pour votre utilisateur. Donc, si vous ne mettez pas de lien interne, Google considérera que vous ne faites pas le jeu de votre utilisateur. Je dirais qu'un ou deux liens internes sur chaque page sont indispensables. Optimisation des images, on en a parlé. Également, d'un point de vue off-page, ce qu'on a vu aujourd'hui, construisez des liens sur la toile Internet au complet, parce que plus on parlera de vous sur les autres sites Internet, et plus vous aurez de chances de monter. Parfois, ça peut valoir le coup d'étudier, soit de faire des échanges de visibilité avec des partenaires comme Amélie a fait, soit de proposer du contenu sur votre thématique que vous allez donner à un site partenaire parce que vous savez que ça va reporter vers vous. N'hésitez pas également à pratiquer le marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est le fait de vulgariser des éléments de votre activité sous forme de contenu. Ça va être de faire des articles, de faire des infographies, une vidéo, un visuel explicatif, un podcast. Tous ces éléments-là sont des éléments qui vont bonifier votre activité et qui auront plus de chances d'être partagés sur Internet. Donc, il ne faut pas hésiter à faire du marketing de contenu. Je l'ai dit en préambule, diffuser ses liens sur les réseaux sociaux va vous aider aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre en place des réseaux sociaux, effectuer des podcasts et proposer des avis aussi. Proposer des avis vous aidera à mieux ranker. Là, vous avez des conseils sur la façon la plus efficace de proposer des avis? Il y a un plugin qui est très bien fait, qui permet, alors il n'est pas gratuit malheureusement, mais qui permet de relier les avis Google Business à votre site web. D'accord. Je vous le conseille. Voilà comment ça se matérialise sur un site. Par exemple, ça, c'est le site de partenaire à moi. Vous voyez, en bas à droite. Vous voyez quelque chose des autres ou pas? Bah oui, on voit l'insigne Google avec les 5 étoiles. Ah d'accord, bah, moi, je ne le vois pas. Je le vois pas, c'est bizarre. Ouais, on voit. Vous voyez Ah, quoi? ça y est, c'était caché par autre chose. Ouais, super. Ouais, elle a l'air surtout que moi, les avis Google sont bons, donc j'aurais intérêt à le faire apparaître, ouais, c'est clair. Tout à fait. Ça, en plus, comme c'est un produit en lien avec Google, ça a un indice de fiabilité qui est important. Donc, et ce plugin-là, il s'appelle comment? Alors, sur Wix, je ne sais pas comment il peut s'appeler, mais attendez, je vais essayer de vous retrouver le nom parce qu'elle m'avait donné, parce que ce sont des amis, ça, elle m'avait donné le nom du plugin au départ et je me dis, ils l'ont sans doute adapté pour WordPress aussi. Comment il s'appelait j'ai l'impression que ça s'appelle Wix Google Review App pour Wix, mais je regarde juste sur WordPress comment il s'appelait. Il s'appelait Widget for Google Review. Alors, Wix Google Review App. Ok. De ce que j'ai trouvé, ça a l'air d'être ça. C'est-à-dire, voilà, et ça va s'afficher et les gens peuvent, après, ça peut s'ouvrir directement comme un lien qu'on va mettre sur son site Internet. Il y a plusieurs options, vous voyez. Ça peut être sidebar, ça peut être en bas. Et l'avantage, c'est qu'au moins, si les gens cliquent, ils ont un lien direct avec Google. Donc, c'est des vrais avis, quoi. Ce n'est pas comme si on avait juste écrit machin, etc. Sinon, Fabrice vous en a mis deux autres, là. Ok, merci beaucoup. J'essaie de copier avant que ça se... Alors, on continue. Plus concrètement,
parce qu'évidemment, il va falloir aller plus loin que ce qu'on a dit sur le référencement. Le référencement, si on devait donner une définition, c'est une suite d'actions, donc forcément de choses à mettre en place, ayant pour but de générer une meilleure visibilité. Comme je l'ai précisé, c'est des actions sur page et après off-page. Après, il y en a un petit peu aussi sur le contenu éditorial, mais essentiellement, c'est de l'optimisation des balises. Ça fait affaire à la fois au point de vue technique, le fait d'avoir des notions en balises ou en code HTML, sur la rédaction. Évidemment, plus vous arrivez à bien écrire du contenu diversifié, original et unique, plus Google va apprécier. Ça fait appel également à du marketing parce qu'il faut que quelqu'un mette en place de la recherche de backlink et du netlinking pour apparaître sur Google de manière globale, et aussi un gestionnaire de communauté, celui qui diffuse sur les réseaux sociaux. Pour s'aider au référencement, il y a des plugins qui vous permettent de mieux écrire. Alors, pour WordPress, c'est Yoast qui est le plus célèbre. Après, il y en a peut-être aussi sur Wix. Regardez s'il n'y a pas des plugins qui vous permettent de vous donner des conseils. N'hésitez pas à développer également vos réseaux sociaux et activer les outils que sont Google Analytics et Google Search Console. Ce sont deux outils Google qui vont vous permettre de monitorer les résultats, justement, de la visibilité organique de votre site web. Une fois que vous les aurez activés sur vos sites Internet, je vous conseille de faire la formation qu'on fait sur les outils Google, puisque je fais une présentation de Google Analytics et Google Search Console dans cette formation-là. Pour vous aider également, pensez à définir le maillage interne de votre site web. Éventuellement, faites un mapping pour savoir comment vous renvoyez telle page à telle page, ainsi que définissez les encres de vos liens de manière efficace. D'ailleurs, sur Google Analytics, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle le User Workflow, c'est-à-dire on voit où passent majoritairement les utilisateurs quand ils arrivent sur une page et après vers quelle autre page ils passent. Donc, c'est important de se poser la question, quel parcours d'utilisateur je vais proposer à mon client. Alors, ça, vous le voyez où, le parcours d'utilisateur Sur Google Analytics. Sur Google Analytics, d'accord. vous Donc, ça, c'est activez- votre formation. Ça Voilà. marche. Tout à fait. Quand vous activez Google Analytics, vous verrez ça. Et je ne sais pas, certains d'entre vous, vous l'avez déjà activé ou pas, Google Analytics? Ouais, moi, je l'ai activé, mais je suis pas encore très fluide, hein. Pas encore dedans. La version quoi? Version 4 ou 3? Je crois que c'est la 4, mais je ne mettrai pas ma main au feu. D'accord. Je préfère personnellement la 3. Il y a des éléments qui sont encore en stade bêta sur la 4, mais je crois que les deux sont activables si jamais vous vous en sortez pas avec la 4. Ok. En fait, la 4 a été faite en préparation de la suppression des cookies tiers. Et les cookies tiers, comme vous savez, sont des cookies de tracking là, qui doivent être supprimés dans 2 ans. Donc, il y a beaucoup moins d'infos dans la version 4 que dans la version 3 pour l'instant. Non, mais alors du coup, les cookies tiers, pour moi, les cookies, c'est toutes les infos que les sites récupèrent pour faciliter pour voir comment ça se passe, la navigation, etc. Ouais. Et éventuellement la facilité ou voilà. Mais après, je vois pas plus que ça, hein. Du coup, c'est quoi cookies tiers? Il y a aussi les indices de géolocalisation, les âges, tous ces éléments-là. Plus on va aller et moins on aura la possibilité de les utiliser en fait. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un rentre sur un site internet, s'il marque « Non, je ne souhaite pas que mes données soient utilisées telles que des cookies tiers », aucune donnée d'information peut être renseignée dans Google Analytics. Ok. Moi, j'ai de moins en moins de données, si vous voulez. J'ai, par exemple, sur 100 personnes qui rentrent, je sais qu'il y en a 20 qui ont tel âge, j'en ai 10 qui ont tel âge, et après, j'ai 60 où il y a écrit « Pas de data » à cause de ces cookies-là aujourd'hui. Ok, merci. Petit exemple de lien interne tels qu'ils doivent apparaître sur votre site Internet. Ça, c'est un exemple que j'avais fait sur un article que j'ai dans mon site. Quand j'ai mis qu'il soit gratuit et que là, il y a écrit HTTP marketing influence, ça n'a aucun intérêt. Le lien, il est copié-collé tel quel et il n'est même pas cliquable.
Donc, on s'entend que ça n'a pas d'intérêt. Par contre, le fait de mettre le même lien en dessous dans une encre et dont l'encre écrit comment les influenceurs fixent leur prix, ça, c'est super important pour Google. Donc, c'est important de vous habituer à écrire des encres de la meilleure manière qui soit vers votre contenu interne aussi. Là, c'est un lien interne. Hein. C'est depuis mon site vers une autre page de mon site. OK. Et ça serait possible d'avoir le lien de votre site pour le voir? Bah, c'est ce lien-là, là, vous l'avez, www.cyril.fr/marketing d'influence, comment les influenceurs… Je ne vois pas, c'est trop petit. OK, je vais le noter. Merci. Ouais, moi aussi. Alors, Cyril. Ah non, pardon, c'est pas celui-là du tout. C'est, je dis une bêtise. Ça, c'est un autre lien sur lequel j'explique. Mais c'est un peu bizarre, c'est que j'ai l'impression que c'est… Je vais le tester pour voir vers quoi j'arrive. Je vais prendre une partie du texte et je vais l'écrire sur Google pour voir. En fonction de leur… par exemple, pour le lancement du Thé Blue Detox, nous avons décidé de faire appel à une influenceuse. Après, je vais vous montrer un exemple un peu concret, ça va vous parler, avec des balises et des liens. Vous voyez, ça, c'est un article que j'ai écrit donc sur mon site. Bon, il y a une intro. Ça, c'est une balise H2, je pense. Si vous voulez vérifier que vous avez bien des balises, vous prenez le texte, vous faites inspecter et vous allez voir dans le code si le code débute par une H2. Vous voyez, il y a écrit H2 ici. Vous le voyez ou pas? Ouais. Ça, c'est important que vous habituiez à regarder le code. Voilà. Donc là, un exemple. Ça, c'est une balise, mais là, j'ai mis un lien. Et c'est un lien externe, je pense. Je ne le vois pas m'envoyer vers mon site à moi. Ouais, c'est un lien externe que j'ai mis. La nécessité des backlinks n'est plus à prouver. Et j'en renvoie à mon utilisateur vers comment construire un profil parfait des backlinks pour les secteurs du business concurrentiel. Et donc, en mettant aussi des liens externes avec une bonne encre, Google considère que je donne une bonne expérience utilisateur aux personnes qui naviguent sur le site. Donc, il faut pour cela des liens internes sur votre site web et il faut des liens externes aussi. Et vous voyez, en bas, retrouvez aussi mon article « 10 outils efficaces pour attirer des visiteurs sur son site » parce que là, j'ai mis tout l'encre dans le titre du… En fait, l'idée, c'est que quand vous mettez un lien, il ne faut surtout pas écrire « voir lien » et que vous me placez le lien sur le terme « lien ». Quoi. Ah bah, on va y arriver, il est là. C'était ça que vous cherchiez tout à l'heure. Mais en fait, il y a une faute là. En fait, j'aurais pas dû… ça ne devrait pas être écrit là. En fait, je devrais virer ça. Parce qu'au final, ça ne sert à rien. C'était qu'il soit gratuit ou payant. Bon, de toute façon, je pense que vous avez compris. Le netlinking interne et externe est indispensable pour chacune de vos pages. Je l'ai dit tout à l'heure, soyez judicieux dans les mots-clés de la valise alt. La valise alt, c'est l'élément sur la photo qui sera renseigné avec la boîte texte alternatif. Autre élément comme rappel pour le référencement, gardez à l'esprit que le contenu et le référencement naturel vont donner des résultats à long terme. D'accord ? Les résultats à moyen terme, c'est ce qu'on va appeler les réseaux sociaux et les relations publiques qui vont vous permettre d'avoir des résultats à moyen terme. Et en début là, c'est les actions payantes. PPP, c'est Per Pay Cost. Donc, c'est si jamais vous achetez des mots-clés. Maintenant, quelques conseils de manière globale pour vous aider à mieux faire référencer vos pages. Donc, les images et les vidéos doivent être proposées partout sur le site et de manière bien nommée. Si vous faites une vidéo sur YouTube, pensez à reporter cette vidéo sur votre site Internet. Pensez que sur votre site Internet, avoir une rubrique blog va vous permettre de diversifier votre contenu et d'avoir plus d'éléments à faire ranker en fait.
Alors, attendez une petite seconde. Pour le premier point, du coup, quand vous dites reporter, c'est pas simplement mettre un lien, du coup, c'est vraiment recopier, réintégrer la vidéo. Oui. OK. Donc là, en fait, le fait de mettre la vidéo au complet et non pas le lien vers la vidéo, le fait de mettre la vidéo sur votre site, alors je ne dis pas de l'héberger sur votre site, hein, je mets de mettre la vidéo YouTube, par exemple. L'avantage, c'est que les gens vont regarder la vidéo depuis votre page de site Internet et donc ça va étendre le temps de présence sur cette page. Hmm. Dans les critères algorithmiques de Google, vous avez le temps de présence qui est important aussi. Plus les gens resteront longtemps sur vos pages, plus Google considérera que ces pages sont importantes. Il faut chercher tous les moyens possibles de faire visiter votre site au complet et que les gens restent longtemps sur le site. Donc, la rubrique blog aussi peut vous aider. Et également, vous pouvez tenter de la faire référencer sur Google Actualités. Moins facile qu'avant, mais quand même possible. Pensez éventuellement à faire des communiqués de presse lorsque vous proposez des nouveautés sur votre site. Éventuellement, allez regarder sur l'outil de planification des mots-clés la pertinence des mots-clés dans votre secteur. Vous pouvez également avoir recours à Google Trends qui permet d'avoir un lien avec les statistiques de tendance de recherche. Alors, moi, du coup, j'ai deux questions. Si anciennement, c'était Google Keyword Tool, maintenant, c'est quoi? C'est Uber, je sais pas quoi, là? Non, c'est un outil Google qui est intégré dans Google Ads. D'accord. Il s'appelle le planificateur des mots-clés. Le Et planificateur des mots-clés. pour cela, il faut juste vous créer un compte sur Google Ads. Vous n'avez pas besoin de payer pour l'achat direct, mais il s'appelle outil de planification des mots-clés directement dans l'outil Google. OK. Et après, quand vous dites pensez à faire des communiqués de presse, alors moi, je suis larguée, là, je ne vois pas du tout qui contacter et à quelle occasion. Ça me paraît complètement fou d'aller essayer d'alerter la presse pour mes petits ateliers. Eh ben, détrompez-vous, il y a quand même pas mal de médias qui recherchent du contenu, qui recherchent des informations. Le plus important étant d'essayer de créer un cadre original à votre communiqué de presse. Moi, par exemple, pour tous les événements que je faisais en boutique quand j'étais responsable de boutique, on envoyait des communiqués de presse et on essayait de trouver un angle pour que la presse ait envie de venir aux événements ou en tout cas de parler de l'événement soit dans leur site internet, soit sur leur rubrique papier. Donc, par exemple, dans mon cas, si je fais un truc spécial sur les ados et la drogue, là, je risque de pouvoir attirer quelqu'un. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, personnellement, c'est Sophie pour le Pharo. Alors, moi, je suis en Ariège, c'est un petit département et il y a de la presse locale. Et j'ai fait appel à de la presse locale comme Azinat, comme un journal de presse et puis La Dépêche locale où j'ai fait régulièrement des interviews. Et puis, je suis aussi passée sur France Bleu Occitanie. France Bleu Occitanie, ils ont des émissions typiques. Moi, c'était sur la gastronomie locale, mais tu peux trouver peut-être une émission qui puisse localement être intéressante ou parler de ta prestation. Alors, tu m'as dit France Bleu, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup, Sophie, ça m'aide beaucoup. Ouais, alors, je te parle de France Bleu, mais après, je ne suis pas très au point, mais il peut y avoir d'autres radios locales, mais France Bleu Occitanie a quand même une bonne portée. Et puis après, tu es sur Toulouse, donc c'est sûr que La Dépêche, ça va peut-être plus compliqué. Moi, c'était plus facile parce que La Dépêche est à la rubrique, par exemple, Ariège, et puis après, rubrique Pamiers. Mais regarde aussi sur La Dépêche, et puis des journaux locaux un peu spécialisés, enfin voilà quoi. C'est moi qui ai pris contact directement pour eux. Et après, par ce biais-là, j'ai eu contact avec France Bleu Occitanie. Voilà. Ah, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, souvent ils sont en rate de contenu. Ouais. Ils font l'appui et le beau temps, peut-être qu'ils en ont marre. Ah oui, ils ont besoin de remplir leurs audiences, leur contenu de présentation d'émissions. Donc, pourquoi pas Voilà, et puis ils sont sur Toulouse même, tu peux aller directement les voir physiquement. Merci en tout cas, merci pour les tuyaux. Avec plaisir. C'est important. C'est important parce que ça peut vous donner des backlinks vraiment pertinents rapidement. Autre conseil au référencement. Donc, de manière globale cette fois-ci. Pensez à vérifier le temps de chargement de votre site. Si vous le souhaitez, on pourra le faire mardi prochain.
placer des backlinks entrants et sortants sur le web de manière globale, que ce soit depuis des sites vers le vôtre, mais même dans l'autre sens. Alors évidemment, on ne va pas mettre des liens externes directement sur sa page d'accueil, mais on va en mettre dans des sous-pages pour engager notre utilisateur à découvrir plus d'informations. Pensez juste que c'est important, par contre, d'envoyer votre utilisateur vers des sites fiables. Parce que si vous utilisez des sites qui, selon Google, n'ont pas de fiabilité officielle, eh bien, il va considérer que même vous qui reportez votre utilisateur vers cette personne-là n'êtes pas de valeur. Donc, assurez-vous de ça. Et une stratégie de popularité. Pourquoi pas faire des infographies, des concours, des vidéos. Tous ces éléments-là permettent vraiment de créer une popularité vers votre site Internet. Vérifiez régulièrement tous les liens et corrigez les erreurs 404. Mettez des appels à l'action dans toutes les pages, ce qu'on appelle des call to action. Engagez votre utilisateur à découvrir du contenu bonifié ou à cliquer dans des éléments sur toutes les pages. Dans les URL, pensez à préférer les tirets simples aux tirets du bas. Je l'ai déjà précisé, pensez à la structure des pages et aux balises, c'est-à-dire qu'en gros, vos pages doivent être écrites avec diverses balises tout au long des pages. En ayant un compte Google Business, vous pouvez reporter aussi le lien vers votre site Internet sur Google Business. Pensez éventuellement à intégrer une FAQ également pour des sites qui vulgarisent beaucoup de concepts, ça peut être intéressant. Et pensez excuse-moi, call to action, les liens, par exemple, cliquer sur un lien, c'en est un? Ça peut. Le call to action, c'est plutôt un bouton dans lequel on va écrire voir ou acheter le produit ou appeler l'intervenante. Vous voyez, c'est plutôt ce genre de choses. C'est moins un lien officiel pour lire plus de contenu, mais ça peut aussi. D'accord, merci. Pensez à analyser vos performances. Alors, ça veut dire d'examiner régulièrement votre site. Vous avez notamment un site qui s'appelle GTmetrix qui permet d'analyser le site de manière globale et donc d'aller vérifier qu'il est performant. Wapalizer également permet d'analyser la performance du site d'un point de vue technique. Maintenant, des erreurs courantes qui sont faites de manière régulière sur les sites Internet. D'abord, les métadescriptions. Sachez-le, les métadescriptions pour toutes vos pages, elles doivent être uniques et vraiment réfléchies. Donc là, j'ai vu que tout à l'heure, vous étiez sur mon site Internet. Je vais vous renvoyer vers un petit article qui est de nouveau sur mon site Internet qui dit comment bien écrire des métadescriptions. Tout en haut, c'est un des derniers articles que j'ai fait dans les 5 derniers mois. Vous avez ici un article qui s'appelle « L'importance de la balise métadescription, comment la rédiger au mieux ». Je rappelle, la métadescription, c'est cet élément-là que vous voyez en dessous de votre URL. Donc, je vous le mets dans la conversation. Vous allez pouvoir aller le consulter tranquillement. Je vous rappelle que ces éléments-là, la métadescription, c'est unique pour chaque page. Vous ne copiez-collez pas des métadescriptions. Même chose, vous ne dupliquez aucune balise, ni les H1, ni les H2, ni les H3. Chaque balise doit être unique. De toute façon, vous ne dupliquez rien de manière globale. Il ne faut pas qu'il y ait de contenu dupliqué ni sur votre site, ni depuis le site de quelqu'un d'autre. Google pénalise les sites qui ont du duplicate content. Alors, moi, j'ai une question quand même. Sur mes événements, je crée des événements pour chaque atelier et évidemment, quand c'est le même titre, ils sont quand même vachement similaires. Est-ce que ça va être un souci, ça? Parce que j'ai que la date qui change, en fait, finalement, sur mes événements. Est-ce que ça crée une URL à chaque fois? Il faut que je regarde, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Si ça crée une URL à chaque fois, dans ces cas-là, mettez-y la date dans chaque URL et au moins, vous avez une URL différente. Il faut que je regarde comment c'est fonctionné. Mais du coup, il y a quand même des contenus, au moins dans le texte, qui sont identiques. Est-ce que faut vraiment que je trouve des reformulations pour chaque atelier ou ça va quand même le faire? Mais si les ateliers sont passés,
Est-ce que vous maintenez l'URL active? Ben, ouais, donc il faut que je fasse gaffe à ce que dès qu'il est passé, je vire l'événement. Ouais. Ouais, je pense que ce serait mieux. Ce serait Ok. mieux parce qu'effectivement, sinon, vous pouvez perdre un petit peu la pertinence de vos éléments. Ok. Donc, chargement de page lent, j'en ai parlé. Erreur 404, j'en ai parlé. Lien interne cassé, j'en ai parlé aussi. Également, dans les critères de classement, est-ce que le mot-clé de la page ou de l'élément est présent dans l'URL? Ça peut aider de les ajouter. Les catégories également. Les catégories sont des éléments qui vous permettent d'aider parfois les algorithmes Google à bien comprendre de quoi parle la page. Également, la présence de sources. La présence de sources et de références va aller valoriser le contenu. Des listes numérotées ou des listes à puces, Google aime ça, il trouve que ça aide, ça fluidifie le contenu, c'est plus accessible. Également, la présence d'un sitemap, on en a parlé. L'âge de la page également. À partir de quelques années, la page, si elle n'est plus mise à jour, eh bien, elle peut ne plus ranker. Ça dépend si elle a de la popularité ou pas. Évidemment, ayez du contenu de qualité avec de la longueur sur ce contenu. Les liens sortants sont importants, comme je l'ai dit. Si vous en avez, ça peut aider aussi. La page contact, obligatoire hein, selon Google. Si votre site internet n'a pas de page contact, vous pouvez être pénalisé par Google. Le niveau de confiance du domaine. Plus votre site aura un niveau de confiance élevé, plus de chances vous aurez. Mettre à jour le contenu du site vous aidera aussi à bien le faire ranker. Le serveur, si vous utilisez un serveur qui est disponible, ça vous aidera aussi au niveau du référencement. Géographiquement, si le serveur est proche, c'est mieux. Et également la présence de pages que sont les politiques de confidentialité, conditions générales d'utilisation ou conditions générales de vente. Évidemment, un site optimisé pour les appareils mobiles vous aidera forcément à mieux ranker. Et plutôt les mots-clés en début de titre plutôt qu'en fin. Mais parfois, ce n'est pas toujours faisable. Donc, ça dépend comment vous y arrivez. J'aime bien cette infographie d'SEMrush aussi, qui reprend un petit peu tout ce qu'il faut faire pour être bien classé sur Google. J'avance un peu parce que je pense que je suis un peu en retard. Petit focus sur les algorithmes de Google, donc ceux qui sont les plus récents et les plus pertinents. Sachez-le, Google Penguin a été introduit en 2011. Il évoque la qualité des sites, donc le contenu. C'est-à-dire qu'en fait, il va venir juger si votre contenu il est pertinent ou s'il est vraiment basique comme la plupart de vos concurrents. Plus vous allez bonifier le contenu avec du champ lexical, avec des synonymes, avec des éléments qui montrent que vous aurez fait l'effort de diversifier un contenu unique, plus Google Panda vous aidera. Et il va aussi analyser le comportement des internautes. Si les internautes restent de plus en plus longtemps sur votre site, eh bien, vous aurez plus de chances que si les internautes restent rapidement. Ensuite, Google Penguin, introduit en 2012. Il pénalise les sites qui ont abusé de techniques de suroptimisation du référencement, notamment les liens artificiels, ce qu'on appelle le black hat, c'est-à-dire payer pour des liens qui sont éphémères ou qui n'ont aucun lien avec votre activité. Ensuite, Google Colibri, en 2013, il a été avancé pour mieux comprendre les contenus indexés par les requêtes de l'internaute, notamment par ce qu'on appelle la recherche vocale. Et depuis 2015, ce qu'on appelle l'index mobile first, les recherches optimisées mobiles sont priorisées. Et Pigeon et Opossum
de la même année ont permis d'optimiser les résultats de recherche dans les classements de résultats locaux. Donc, pensez à y mettre de temps en temps sur vos pages des noms de villes. Parce qu'il y a des gens, ils vont rechercher des prestataires en fonction des villes proches de chez vous. Dans les dernières mises à jour de Google, vous avez BERT, lancé il y a 2 ans, qui vise à mieux comprendre les contenus ainsi que les requêtes longues. C'est un peu la continuité de Colibri. Les avis produits, lancés cette année, ça c'est essentiellement en anglais, je crois, donc pas encore sur le territoire français, mais qui va représenter la qualité des avis produits qui vont figurer sur chaque site Internet. Les Core Web Vitals, les signaux web essentiels, qui visent à favoriser les sites rapides sur ordinateur et pénaliser les sites trop lents sur mobile. Et le Core Update, qui est la technicité du site qui doit être optimisée. Ces 2 éléments-là, les signaux web essentiels et les Core Updates, sont des éléments, si vous activez la Google Search Console, vous allez avoir des envois de Google pour toutes les pages qui seront problématiques. Moi, j'ai accès à plusieurs éléments pour des clients sur leur Google Search Console. Je reçois des mails de Google régulièrement qui disent « Attention, tel élément ne va pas dans telle page. Attention, d'un point de vue technique, ça ne s'affiche pas correctement ou le site est un peu lent. » C'est vraiment un outil de gestion qui vous permet de voir ce qui ne fonctionne pas. Et dans les dernières actus de cette année, Google a dit en 2021 qu'il va afficher en priorité Index Mobile First, donc les sites qui seront les plus optimums d'un point de vue mobile. Lorsqu'il ne sera pas optimisé au niveau de sa structure et de sa vitesse au niveau mobile, le site sera pénalisé. Également, les réponses Google maintenant vont bientôt préciser les indications sur la source, c'est-à-dire qu'au même endroit où je vous ai montré au début les SCRP, vous aurez les liens vers des sites internet, vous aurez l'URL, vous aurez la métadescription et en haut à droite, vous aurez un 3 petits points et les gens pourront aller vérifier le niveau de la source. Normalement, on devrait tous obtenir une note de 1 à 10 au niveau de la source. Ça, c'est pour lutter contre les fake news. Vous aurez les web stories. Alors ça, c'est encore c'est une arlésienne. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Ça fait 3 ans que ça a été créé sur notamment WordPress, les web stories. Moi, je les ai activés sur mon site. Ils disent qu'ils veulent les mettre en avant, mais je ne les vois pas spécifiquement dans les recherches de Google. À voir comment est-ce que ça va être intégré. En tout cas, les stories sont des éléments qui fonctionnent bien sur Snapchat et sur Instagram. Donc, Google veut aussi les reprendre sur les sites Internet. Il veut que les gens s'y habituent. Tu pourrais nous dire ce que c'est qu'une story pour ceux qui sont… Une story, c'est un contenu éphémère au format vertical qui est diffusé à l'intention de nos utilisateurs. C'est un visuel la plupart du temps. Vous avez fait la formation Instagram? Non. Bon, bah, peut-être quand vous ferez la formation Instagram, vous la comprendrez un petit peu mieux. Également en phase test aux États-Unis, une mise en avant spécifique pour les featured snippets. Alors, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le contenu bonifié, les étoiles, Google fait des allers-retours en ce moment avec ce contenu bonifié parce qu'il y a des gens qui ont trouvé un moyen de créer eux-mêmes leurs propres étoiles et de eux-mêmes juger de l'avis utilisateur. Et donc, Google les a gelés pendant une partie de l'année et il voudrait mettre en avant uniquement les avis clients que lui validerait, en fait, en quelque sorte. Donc, c'est en réflexion. Bon, enfin, tout le contenu enrichi d'une manière générale dans les métadescriptions va avoir un contenu qui va changer, notamment avec toutes les personnes qui vont faire des fiches produits telles que les baisses de prix ou les opérations spéciales directement dans les métadescriptions. Et ça, on est vraiment plus sur les personnes qui ont des ventes en ligne, de la vente en ligne. Également, pour ceux qui font de la vente en ligne tels que Fabrice, pensez potentiellement à vous ouvrir un compte sur le Google Merchant Center, qui est l'outil qui permet d'apparaître dans Google Shopping. OK.
Et attention, parce que les prix que vous allez indiquer dans Google Shopping doivent être les mêmes que ceux que vous avez sur votre site Internet. Oui, bien sûr, ouais. Bah, je sais, il vérifie. Et pensez qu'il est toujours possible de s'inscrire dans Google News et c'est recommandé si on a de l'actualité de manière régulière. Et enfin, il y a le nouvel outil qui est Google Discover depuis 1 an et demi qui permet voilà, de montrer notre contenu à différentes personnes qui utilisent Google Discover. Mais alors, pour y apparaître, personne ne sait exactement comment Google fait ses choix de mise en avant. Mais il y a quand même une section dans la Search Console qui dit si on a du contenu qui est proposé dans Google Ouais, Discover. voilà, c'est ce que je viens de lire. Ouais. Voilà pour ce premier niveau en un format très rapide sur le premier niveau de référencement sur cette formation. Tout va bien? Pour certains ou certaines, ça peut faire un peu beaucoup. Pour ceux qui étaient peut-être un peu moins avancés que Fabrice ou Émilie, j'ai l'impression. Sylvia, ça va? Le tuto, là, on pourrait le recevoir par boîte mail après? Le ce qu'on vient de tutor, voir. vous voulez dire? Oui. Oui, je vais vous l'envoyer, bien sûr. D'accord, merci. Sylvia et Sophie, ça va? Vous n'avez pas beaucoup parlé? Oui, moi, c'est bon. Oui, moi aussi, ouais. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de boulot, donc voilà. Ah, mais Ouais. oui, c'est clair que si vous choisissez, si vous le faites vous-même, si vous voulez vraiment travailler ça, je ne dirais pas que c'est un boulot à temps plein, mais c'est un boulot qu'on doit faire de manière récurrente. Ouais. Moi, j'ai trouvé le contenu, mais alors tip top, super riche. C'est pareil, je suis un petit peu écrasée par l'ampleur des trucs à faire. Ouais. Et je me dis que si une petite priorisation dans les objectifs, ça m'aiderait pas mal. Je comprends. On essaiera de faire ça. Mais sinon, merci beaucoup. Hein, c'était super riche pour moi. Ok, bah super. Bah écoutez, parfait. Reposez-vous bien là-dessus. Relisez le contenu au besoin et essayez de voir comment vous pouvez concrètement le mettre en place et on s'en reparle mardi alors. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a été utile et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que je suis Cyril Thiard, coach et formateur en développement commercial et digital. Salut!